Bienvenue à Cogito, l'émission qui fait la lumière sur la recherche et la création étudiante à la maîtrise et au doctorat de l'Université Laval. Aujourd'hui, nous découvrons les possibilités de la nutrigénomique grâce à Hubert Cormier. Nous constatons avec Karine Chamberlain l'impact d'un nutriathlon sur les saines habitudes des adolescents. Et Geneviève Pinchot-Guérard veut savoir ce qui influence la faim et la satiété. Bonjour, mon nom est Hubert Cormier, je suis étudiant au doctorat à l'École de nutrition de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Mes études portent sur l'impact d'une supplémentation en acides gras polyinsaturés oméga 3 sur la santé cardiovasculaire. Ce qu'on veut voir, c'est les effets attendus de ces petites capsules-là sur la santé du cœur. Donc, le principal effet serait d'avoir une baisse des triglycérides sanguins, qui est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Sauf que chez certaines personnes, on va voir plutôt une hausse des triglycérides sanguins. Cette hausse-là peut s'expliquer de différentes façons. On pourrait avoir des facteurs environnementaux qui viennent expliquer la hausse, mais on pourrait avoir également des facteurs génétiques. Et c'est le but des études en nutrigénomique, en fait, d'aller vérifier les différences génétiques entre les différents répondeurs et non-répondeurs à un traitement nutritionnel, dans ce cas-ci aux oméga 3. La nutrigénomique, c'est une science qui est quand même assez récente. Elle a à peu près entre 10 et 15 ans. Et elle vient d'être démocratisée depuis environ 2003, depuis qu'on a séquencé entièrement le génome humain. Séquencer le génome, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est comme si on avait terminé l'écriture d'un livre. C'est comme si on avait écrit un peu tous les mots, chaque mot étant un gène. Et maintenant, c'est déchiffré, donc on est capable de lire entièrement l'ADN d'un individu. Donc on sait précisément quel gène a quelle fonction et on a combien de gènes, combien de mutations, par exemple, à l'intérieur de notre corps. Le corps humain, c'est un peu comme un livre. En fait, les chromosomes en génétique, ça serait les chapitres. Et à l'intérieur de nos chapitres, c'est composé de différents mots. Les mots seraient un peu les gènes. Et un mot, c'est composé de lettres. Et en fait, les lettres seraient ce qu'on appelle les variations génétiques ou les polymorphismes. Et des fois, on a deux façons d'écrire un même mot. Donc, quand on a une différence dans le mot, dans l'écriture d'un mot, ça pourrait faire en sorte que, justement, ça change un peu le cours de l'histoire ou le cours du chapitre, en fait. Et ces petites variations-là, dans le mot ou dans notre gène, font en sorte qu'on peut répondre différemment à un traitement, que ce soit un traitement nutritionnel, que ce soit un médicament ou tout autre traitement en médecine, par exemple. En fait, pour vous montrer à quel point c'est compliqué, c'est vaste comme domaine de recherche, c'est comme si on avait deux livres, en fait, en avant de nous, des grosses briques de 400 pages, et je vous disais qu'il y avait une lettre de différente dans n'importe quel chapitre, dans n'importe quel mot, donc il s'agit de la trouver. Ça peut être dur. On partage 99,99% de notre génétique avec notre frère, avec notre père, avec votre voisin même. Donc, il y a des petites différences. On parle de 0,001% de différences qui peuvent justement faire en sorte qu'on ait les yeux bleus, qu'on ait les cheveux bruns, qu'on réponde bien à un traitement nutritionnel, qu'un médicament fonctionne pour nous, mais pas pour notre voisin, qu'on ait une fibrose kystique ou une maladie génétique. La génétique ne changera pas au cours d'une vie. C'est vraiment l'expression des gènes qui peut changer. On va allumer certains gènes, on va éteindre certains gènes. Si on prend des oméga 3, on pourrait allumer certains gènes associés à l'inflammation, par exemple. Donc, on pourrait prévenir une inflammation, donc ce qui pourrait être bon pour les maladies cardiovasculaires. Mon projet de recherche s'est déroulé ici, à l'INAF, et le recrutement a lieu entre 2011 et 2012.
254 participants devaient prendre 5 capsules d'oméga 3 par jour, ce qui donne environ 5 grammes d'huile de poisson, et ça pendant une période de 6 semaines. Les participants devaient venir à 4 reprises lors du protocole de recherche à l'INAF pour prendre des prises de sang, pour également qu'on mesure leurs données anthropométriques, c'est-à-dire la taille, leur poids. On prenait également leur tension artérielle à ce moment-là. Tout ça pour constituer notre base de données qui allait nous servir à faire nos statistiques. Pour ce qui est des données génétiques, à partir des prises de sang qu'on a obtenues durant le protocole, on a extrait l'ADN et ensuite on a mesuré les variations génétiques qu'on appelle polymorphismes chez nos 254 participants. Ça nous a donné beaucoup d'informations à analyser et ensuite, à l'aide de programmes statistiques, ce qu'on fait, c'est des corrélations, par exemple, ou certaines analyses spécifiques pour être en mesure de nous permettre de voir les différences entre les individus au niveau génétique et faire les associations justement avec les niveaux de triglycérides et avec d'autres marqueurs qui pourraient être associés à la prise d'oméga 3. Mes premiers travaux de doctorat ont montré que 70% de la population répondrait de manière attendue à une supplémentation en oméga 3, donc on aurait une baisse des triglycérides sanguins. Les triglycérides, c'est un des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, un peu comme les taux de mauvais cholestérol. Plus on a des concentrations élevées en triglycérides, plus notre risque cardiovasculaire va être élevé. Chez 30% de notre population, on a vu une augmentation des niveaux de triglycérides suite à un apport en oméga 3, ce qui est moins désirable. Ce qu'on voulait vérifier, c'est vérifier les différences génétiques entre ceux qui répondent de manière adéquate et ceux qui répondent un petit peu moins bien. Les tests de nutrigénomique peuvent nous renseigner par rapport à notre alimentation. Certains tests vont tester des centaines de nutriments ou d'aliments, alors que d'autres vont plutôt tester qu'un seul aliment, par exemple le gluten. Donc, on peut obtenir ces tests-là autour de 150-200 $ pour un nutriment. Ou si on veut plusieurs nutriments, on peut aller jusqu'à 400 $. Le test que je tiens dans mes mains, c'est le test Nutrigenomics qui a été développé à Toronto, ici au Canada. Et celui-là est vendu via les professionnels de la santé, via les nutritionnistes. Donc, on doit absolument passer par un nutritionniste pour se le procurer. Et il va tester 7 composantes de votre alimentation, dont les grains entiers, les gras saturés, les oméga 3, la vitamine C, le folate. Alors, ça nous permet d'avoir un portrait global de notre consommation et c'est des recommandations qui vont être adaptées à notre profil génétique. Par exemple, ça peut nous dire de limiter notre consommation de caféine, de prendre plus de vitamine C, d'opter pour des grains entiers. Donc, ça nous donne vraiment des recommandations propres à nous. Il y a encore des grands pas à faire avant qu'on puisse arriver avec, par exemple, une carte complète qui va décrire tout ce que tu devrais manger, pas manger. On n'est pas rendu là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de considérations d'un point de vue éthique. C'est sûr qu'il y a une question d'assurabilité. Donc, si on a un test qui est diagnostique ou qui prédit, par exemple, que le risque de dépression est augmenté chez un individu, peut-être que l'employeur est moins enclin à l'engager. Peut-être qu'on va devoir déclarer certaines informations à l'assureur, donc augmenter peut-être la prime d'assurance. Est-ce que le gouvernement peut avoir accès à cette information-là? Il y a plein de questions qui demeurent encore sans réponse. Bonjour, mon nom est Karine Chamberlain, étudiante à la maîtrise en psychopédagogie à la Faculté des sciences de l'éducation au département d'éducation physique. Ma recherche porte sur l'évaluation d'un programme d'éducation-nutrition, le Nutriathlon, sur la consommation de fruits, légumes et produits laitiers chez les jeunes du secondaire. La psychopédagogie, en fait, c'est l'étude scientifique des méthodes utilisées en éducation. Donc, c'est l'étude des populations, des comportements de la population. Le taux d'obésité chez les jeunes, autant au Québec qu'en Amérique du Nord, en 2004, était de 10 %, soit un élève sur 10. Quand on parle de surpoids et d'obésité, cette fois, c'est un élève sur 3.
Avec les années, de plus en plus d'organismes qui s'impliquent dans la prévention de l'obésité via l'implantation de divers programmes, notamment le programme Tremplin Santé dans les camps de jour, le programme 0-5-30, ainsi que le défi Moi je croque dans les milieux scolaires. Présentement, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais le Québec est dans la bonne voie pour la prévention de l'obésité. Selon moi, on accorde de plus en plus d'importance à la saine alimentation. Par contre, l'information à laquelle on a accès n'est pas toujours la meilleure, notamment via les réseaux sociaux. Donc, il est important de s'assurer que les données à lesquelles on a accès soient fiables et soient basées sur des données scientifiques. D'ailleurs, les nutritionnistes sont les mieux placés pour nous outiller à ce niveau-là et de promouvoir les saines habitudes de vie avec les bons messages associés. Le nutriathlon a été inventé par Vicky Drapeau, Luc Nadeau et Jocelyn Gagnon, qui sont tous des chercheurs au département d'éducation physique de l'Université Laval. Ce qui a inspiré les chercheurs à bâtir le nutriathlon, c'est le programme Pentathlon, qui lui est un programme qui est basé sur l'activité physique. Donc, c'est le même principe que le nutriathlon, sauf que c'est la pratique d'activité physique qui est mise en valeur. Le nutriathlon, en fait, c'est une activité de défi qui comporte un volet individuel et un volet collectif. Tous les participants sont automatiquement inscrits aux 2 volets. Donc, c'est un projet qui se passe sur une durée de 8 semaines à raison de 5 jours semaine. Puis, les jeunes doivent collectivement consommer 2000 portions de fruits, légumes, produits laitiers. Ils sont fortement incités à consommer des fruits, produits laitiers et légumes qui sont dans le questionnaire du nutriathlon. Donc, il y a un tableau avec différentes couleurs. Ils sont incités à prendre différents légumes pour leurs nutriments qu'ils comportent. Concrètement, sur le terrain, en fait, comment ça se déroule? Les jeunes doivent former des équipes d'abord, puis par la suite, ils sont invités autant à l'école qu'à la maison à consommer leurs aliments avec l'aide de leurs parents et de leurs collègues étudiants. L'objectif ultime du nutriathlon, c'est d'améliorer la consommation de fruits, légumes, produits laitiers chez les jeunes et de la diversifier également pour leur permettre d'aller rechercher tous les nutriments possibles dans leur alimentation. Il y a 2 versions du nutriathlon qui ont été analysées, la version web et la version papier. Dans mon cas, on a analysé la version web pour se rattacher un peu plus à la réalité des adolescents d'aujourd'hui, qui est l'utilisation de la technologie. Donc, par version web, on entend l'utilisation d'une plateforme où ils ont à entrer eux-mêmes leurs aliments. Les difficultés d'implantation de ce genre de programme-là dans les milieux scolaires sont rattachées à la charge élevée déjà des professeurs dans les milieux scolaires, les agendas scolaires des élèves aussi qui sont bien remplis, puis les ressources matérielles, financières également qui sont limitées dans les milieux scolaires. Les moyens qui ont été pris pour contrer les problèmes d'horaire, en fait, c'est de faire suivre le nutriathlon finalement à l'extérieur des cours, donc à l'extérieur du curriculum scolaire, notamment à la maison et entre les périodes. Puis, au niveau des ressources, le nutriathlon s'est engagé à fournir aux écoles gratuitement les ressources pour réaliser l'implantation du nutriathlon dans les écoles. Ma recherche est originale par rapport à ce qui se fait habituellement, puisqu'elle constitue un programme de sensibilisation, mais également un programme qui porte sur le changement de comportement, ce que peu de programmes actuellement font au Québec. Ce que je cherche à mesurer dans mon projet du nutriathlon, c'est la consommation de fruits et légumes, produits laitiers chez les jeunes et leur intention à consommer ces aliments également. Dans le projet Nutriathlon, il y a un suivi qui est fait 10 semaines après l'implantation. Par contre, il n'y a pas de suivi à long terme car il y a des difficultés à évaluer les jeunes après un certain temps dans les écoles secondaires. Les parents sont impliqués dans le processus du Nutriathlon car le programme demande la consommation de certains aliments précis. Donc, les parents ont un rôle au niveau de l'accessibilité alimentaire et également, ils sont invités à donner des trucs et des conseils à leurs enfants pour faciliter la consommation des aliments. Selon moi, ce qui fait qu'un jeune adhère ou non à ce type de programme, c'est le temps associé à la compilation des aliments, c'est l'accessibilité aux aliments, le support aussi qu'il obtient des parents et de son professeur, ainsi que la facilité d'utilisation de la plateforme web. Je crois qu'il y aurait certains avantages à intégrer les notions sur l'alimentation dans les écoles secondaires, notamment via le développement des habiletés culinaires dans les activités de cuisine. Au Québec, il y a déjà des écoles qui l'intègrent facilement dans leur programme, puis les élèves semblent beaucoup apprécier cette formule. Par contre, je suis un peu craintive à l'idée d'intégrer des notions sur l'alimentation dans un cours obligatoire dans les écoles secondaires. Selon moi, ça favoriserait l'augmentation de la préoccupation des jeunes sur leur contenu dans leurs assiettes et sur le calcul calorique.
Donc, j'axerai un peu plus sur le plaisir de manger et sur le plaisir de cuisiner également. Les stratégies qui favoriseraient l'acquisition de saines habitudes alimentaires chez les jeunes seraient de développer les habiletés culinaires via des activités de cuisine, puis également de s'ouvrir à des nouveaux aliments via des activités de sensibilisation. Je crois que certains aliments qui seraient plus difficiles à cuisiner ici, qu'on connaît moins au Québec, c'est tous les fruits, par exemple, exotiques, la papaye, la mangue, même la pomme grenade, qui peut être plus compliqué à arranger, à cuisiner. Donc, les gens ont tendance à simplement la recouper de leur alimentation plutôt que de l'intégrer. La nutritionniste est responsable de tout ce qui est recommandations alimentaires. Le professeur est responsable de tout ce qui est transfert d'informations auprès du jeune. Le parent vient supporter le comportement alimentaire afin qu'il soit poursuivi à la maison. En ce qui a trait au gouvernement, c'est plutôt l'implantation des divers programmes dans la municipalité, dans les écoles, dans les arénas, par exemple. Au niveau de la responsabilité des étudiants, en fait, une responsabilité individuelle, donc pour leur propre santé, pour leur consommation de fruits, légumes, produits laitiers, puis une responsabilité collective également au niveau du travail d'équipe, donc aider les collègues à augmenter également leur consommation de ces aliments. Parallèlement à mes études, je travaille également à la clinique Équilibre Santé du PEPS. Donc, la clinique Équilibre Santé de l'Université Laval est formée de plusieurs nutritionnistes qui sont disponibles afin d'aider les individus à acquérir de saines habitudes alimentaires. En termes de services offerts, on trouve l'évaluation alimentaire, la consultation individuelle, les conférences sous forme d'ateliers également offerts, puis la formation continue pour les professionnels de la santé. Je crois que le Nutriathlon peut devenir un outil efficace pour la prévention de l'obésité et devenir une référence pour les milieux scolaires et pour les professeurs qui travaillent à développer une compétence dans leur milieu. Ce que j'espère avec mon projet du Nutriathlon, c'est de développer un programme de stimulation à la consommation de fruits, légumes, produits laitiers qui deviendra un outil essentiel et efficace pour les professeurs dans les écoles, pour leur aider à développer la compétence de saines habitudes alimentaires et les saines habitudes de vie dans leur milieu. Également, ce que j'espère, c'est de pouvoir comprendre le processus d'adhésion des jeunes à un tel type de programme, puis de comprendre aussi l'influence de tel programme sur la préoccupation envers le poids, puis de comprendre comment un programme qui est axé sur les recommandations actuelles de nutrition peut agir dans la communauté. Mes projets d'avenir sont de continuer à travailler en promotion de la santé auprès des enfants et à intégrer mes connaissances que j'aurai acquises pendant ma maîtrise. À plus long terme, j'aimerais avoir la chance de développer des programmes comme le Nutriathlon dans plusieurs milieux différents, autres que les écoles, par exemple les arénas ou les milieux municipaux. Bonjour, je m'appelle Geneviève Pinchot-Guérard. Je suis nutritionniste et étudiante à la maîtrise en nutrition à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation au département des sciences des aliments et de nutrition. Mon projet de recherche vise à évaluer l'influence des allégations nutritionnelles sur les signaux de faim et de satiété. Une allégation nutritionnelle, c'est une affirmation qui peut toucher soit à la valeur nutritive d'un aliment, par exemple faible en gras. Ça peut aussi être une affirmation qui touche à un effet sur la santé. Par exemple, les fibres d'avoine peuvent abaisser le cholestérol. La faim, c'est une sensation physique qui nous pousse à manger pour répondre à un besoin physiologique. Donc, c'est différent de l'appétit qui est plus une envie de manger sans qu'on ait nécessairement faim. La satiété, c'est plutôt l'inverse de la faim. Donc, c'est l'absence de faim qui va retarder la prochaine prise alimentaire. La prévalence d'obésité au Québec chez la population adulte est de 22 %, alors qu'au Canada, c'est de 24 %. C'est quand même mieux qu'aux États-Unis où environ 36 % de la population adulte présente de l'obésité. Au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé estime que la prévalence d'obésité aurait doublé dans les 30 dernières années et qu'il y aurait environ un adulte sur 10 dans le monde qui présenterait de l'obésité. Malheureusement, il n'y a pas de recette magique pour éviter de trop manger. En fait, en général, quand il y a le mot magique, miraculeux, etc., c'est qu'il y a une attrape ou que c'est malsain. J'ai quand même une approche là, que je privilégie par rapport à ça. Ça serait justement d'écouter mieux nos sensations de faim et de satiété. Donc, vraiment d'être connecté à nos signaux internes, à nos besoins, plutôt que de se laisser influencer par des facteurs externes. Alors, une des façons d'aider le consommateur à faire de meilleurs choix alimentaires, c'est de lui donner l'information sur la valeur nutritive des aliments via l'étiquetage nutritionnel. Dans l'étiquetage nutritionnel, ça inclut la liste des ingrédients
et le tableau de la valeur nutritive, qui sont 2 éléments obligatoires sur tous les aliments préemballés. Et on a aussi nos allégations nutritionnelles, qui sont, elles, facultatives. Bien, on sait que les allégations nutritionnelles peuvent avoir un impact sur la perception des aliments. C'est quelque chose qui a quand même été assez étudié. Par exemple, la littérature actuelle suggère qu'un aliment qu'on présente comme étant santé va être perçu comme étant moins rassasiant, même sans y avoir goûté. Donc, vraiment, la perception qu'on a de l'aliment sans même y toucher. On sait aussi que la perception des aliments peut avoir un impact sur les sensations de faim et de satiété. C'est quelque chose qui a été un peu moins étudié, mais il y a quelques études quand même qui ont démontré que si on pense qu'un aliment va mieux nous rassasier, bien, ça va effectivement être le cas. Donc, on parle vraiment ici d'un effet psychologique. Il y a certains constituants alimentaires pour lesquels des propriétés rassasiantes ont été démontrées. Par exemple, les fibres et les protéines. Par contre, comme ces constituants alimentaires-là sont à l'intérieur d'un aliment qui contient aussi autre chose et que cet aliment-là va être consommé à l'intérieur d'un repas qui contient encore autre chose, bien, ça devient un petit peu compliqué de pouvoir attribuer un pouvoir rassasiant à un aliment spécifique. Santé Canada s'est intéressé au sujet récemment pour pouvoir éventuellement utiliser des allégations nutritionnelles en lien avec le pouvoir rassasiant des aliments. Toutefois, la conclusion a été qu'on ne possédait pas encore d'évidence scientifique suffisante pour pouvoir réglementer ces allégations-là. C'est assez complexe parce qu'il faudrait pouvoir comparer un aliment X qui aurait des propriétés plus rassasiantes qu'un aliment équivalent Y, et bon, qu'on ait mesuré ça dans des conditions cliniques, etc. Mais bon, dans tous les cas, ce qu'il faut démontrer, c'est que l'allégation qu'on utilise est véridique et non trompeuse. Concrètement, pour le déroulement de mon projet de recherche, on a invité nos participants à venir goûter et évaluer des biscuits à l'avoine et au raisin sous le couvert d'une étude de marketing. Donc, les participants n'étaient pas au courant du but réel de l'étude. Ils pensaient simplement qu'ils venaient évaluer une nouvelle collation développée à l'Institut de recherche. Les biscuits étaient les mêmes pour tout le monde, exactement, mais on les a présentés de 3 façons différentes, selon la condition expérimentale. Donc, on leur a un petit peu menti. La première condition, c'était une condition où on présentait la collation comme étant santé. La deuxième condition, c'était le contraire. On présentait la collation comme étant pas du tout santé, vraiment un aliment qu'on mange pour le plaisir. Donc, c'est la condition qu'on appelle hédonique. Et finalement, la troisième condition, c'est une condition où on a présenté la collation comme étant rassasiante. Alors, les gens étaient seuls pour faire la dégustation dans un local fermé et ils pouvaient manger autant de biscuits qu'ils voulaient. Alors, pour mesurer nos sensations d'appétit, on a demandé aux participants de remplir des questionnaires avant et après la dégustation de la collation. Le questionnaire qu'on utilise, c'est une échelle visuelle analogue. Alors, ça ressemble à ça ici, c'est très simple. En fait, on va demander aux participants, par exemple, dans quelle mesure il a envie de manger, sur une échelle qui va d'une envie très faible à une envie très forte. Et le participant va aller faire un trait au niveau qui représente le mieux sa sensation à ce moment-là. Il y a plusieurs hormones qui sont sécrétées en réponse à la faim et la satiété physique. Par exemple, on a l'hormone de la gréline, qu'on appelle souvent l'hormone de la faim. C'est une hormone gastrique, donc sécrétée au niveau de l'estomac, qui est censée initier la faim en réponse à un besoin physiologique. Par contre, la sécrétion des hormones, c'est très influençable, entre autres par des facteurs psychologiques, donc ce n'est pas nécessairement des mesures très fiables. Dans le cadre de mon projet, je me suis intéressée plus particulièrement à 3 facteurs, soit le sexe, donc comparer hommes-femmes, le poids corporel, donc comparer les gens qui ont un poids normal versus les gens qui présentent un surpoids ou de l'obésité, et finalement le niveau de restriction cognitive. Alors, la restriction cognitive, c'est un état psychologique qui est associé à une préoccupation par rapport au contrôle des apports alimentaires et du poids. Donc, un exemple, ça pourrait être quelqu'un qui s'interdit de manger certains types d'aliments pour ne pas prendre de poids et qui va se peser tous les jours parce qu'il est très préoccupé par son poids. Le recrutement des participants s'est fait selon les critères, les facteurs individuels qu'on étudiait, donc le sexe, le poids et la restriction. Et on s'est arrangé pour avoir un nombre égal de chaque combinaison de facteurs là, pour avoir tous nos sous-groupes.
Ce qui fait l'originalité de ma recherche, c'est qu'on s'intéresse vraiment au lien entre les allégations nutritionnelles et les sensations de faim et de satiété directement. C'est quelque chose qui a été assez peu étudié. Et les études qui se sont intéressées à ce sujet-là n'ont pas tenu compte des facteurs individuels qui pourraient venir influencer l'effet des allégations. Donc ça, c'est un aspect que mon projet va permettre de venir développer. Nos résultats démontrent qu'il n'y a pas eu d'effet des allégations de façon générale. Donc, en prenant tout le monde ensemble, il n'y a pas eu d'effet, ce qui contredit notre hypothèse de départ. Par contre, quand on regarde les facteurs individuels en interaction, donc le sexe, le poids et le niveau de restriction, là, on a vu des différences chez certains sous-groupes. Alors, par exemple, chez les femmes de poids normal non restreinte, l'allégation rassasiante a effectivement eu un effet plus rassasiant que dans la condition santé. J'espère que les résultats de ma recherche vont aider à mieux comprendre le lien entre les allégations nutritionnelles et les sensations de faim et de satiété, comme c'est quelque chose qu'on connaît très peu pour le moment. À plus long terme, j'espère que ça va pouvoir aider à mieux utiliser l'information nutritionnelle qu'on véhicule via l'étiquetage nutritionnel pour aider les gens à faire de meilleurs choix alimentaires. Aussi, sachant que des facteurs individuels peuvent venir changer la perception des signaux de faim et de satiété, bien, c'est quelque chose qui peut être utile en pratique clinique, en pratique privée, pour mieux comprendre ce que la personne en face de nous ressent et adapter notre intervention en conséquence.